5e édition de suite. On avait démarré, je crois, sur une version un peu remote. Donc un très grand plaisir d'être accompagné ce jour avec Malika Keshish et puis Isabelle Roy. Et pendant une petite heure, on va vous essayer de vous présenter au-delà du cabinet Activo quelles sont les tendances du DAM 2025. Bonjour Malika. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Et ravi de vous avoir à cette conférence. Bonjour Isabelle. Il y a deux micros. Donc, enchantée, vous soyez toutes et tous avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Voilà, merci bien. Alors très rapidement, en fait, on va vous parler un petit peu. On va avoir deux temps dans cette présentation. Une présentation un peu de nos services, parce que finalement, vous allez voir, c'est un marché qui n'est pas si évident que ça. Et trouver le bon chemin peut être quelquefois un parcours un peu du combattant. Et puis une deuxième partie sur véritablement les solutions du marché et ponctué avec deux sondages qu'on va vous faire. Donc vous pouvez déjà préparer votre smartphone. A priori, on arrive à récupérer la connexion. Donc Activo, Malika, présentation rapide. Activo est un cabinet de conseil en transformation digitale. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a quand même une spécialité qui est tout ce qui est flux média, et donc tout ce qui tourne autour du PIM, DAM et CMS. C'est un cabinet qu'on a créé il y a bientôt 5 ans. 5 ans. Et avec Frédéric, on ne l'a pas créé de rien, on est issu de ce secteur-là. Donc ça faisait plus de 20 ans qu'on intervenait sur ce type de projet. Et l'avantage de ce cabinet, chacun, on était éditeur de solutions, donc on avait une solution d'âme à proposer. Aujourd'hui, à travers Activo, on est plutôt indépendant, agnostique, et on propose la meilleure solution au regard des besoins du client. Et Activo, c'est aussi une équipe après 5 ans. Voilà, après 5 ans, c'est une équipe qui s'est agrandie. On dit quoi? On dit 70-75% de femmes. Donc de femmes dans le digital, donc ça on est plutôt fiers. Des jeunes aussi, donc ça c'est plutôt sympa aussi. D'ailleurs on a la présence exceptionnelle d'Héloïse et Charlène qui sont devant si vous voulez les rencontrer. Voilà. Au niveau des équipes, on a des experts donc, de médias, des experts de plateformes d'âme, PIM, CMS. On a des chefs de projet. On a des documentalistes pour gérer le contenu, parce qu'une fois qu'on met en place des plateformes, il faut aussi arriver en conseil chez le client pour expliquer en fait comment gérer ce contenu, quel type de contenu on met dans le DAM, on ne met pas tout dans un DAM. Voilà, donc il y a aussi toute cette notion d'accompagnement pour avoir une équipe un peu complète sur l'ensemble des besoins. Et puis on a Isabelle qui nous a rejoint depuis 1 an. Alors en fait, l'arrivée d'Isabelle, on se connaît depuis plus de 15 ans, on a travaillé ensemble pour des projets clients de marque plutôt réussis et qui nous a rejoint en tant qu'expert de solutions d'âme. Donc je fais 1 an, presque aujourd'hui. Alors Activo, c'est aussi donc très vite, je pense au bout de la 2e année, on a créé Activo Green. Donc là aussi, c'est cette notion de flux média. Donc je pense que vous êtes tous au courant aujourd'hui que la photo, la vidéo, ça pèse lourd, ça encombre, on peut avoir des copies, des duplis, etc. Et en fait, un peu comme tout le monde, puisque je pense qu'en fait, on a des petits colibris, on doit tous en fait, prendre notre part, on a voulu commencer aussi à en parler avec des éditeurs partenaires. En fait, on s'est aperçu que beaucoup de solutions avaient déjà investi sur cette notion de DAM durable. Et donc Activo Green a été créé à travers 2 conférences avec 2 éditeurs et on l'a étendu à d'autres éditeurs. Et globalement, dans l'ensemble de nos projets, que ce soit dans la recherche ou on verra tout à l'heure dans le déploiement de solutions, on essaie de sensibiliser au maximum les clients sur cette notion de durabilité. Alors là, vous avez, justement suite à ces 2 conférences, on a créé un livre blanc sur Activo Green et que vous pourrez, en scannant le QR code ou alors en allant ensuite sur notre site, récupérer en fait ce livre blanc. Alors notre ADN, je pense que j'en ai un peu parlé, c'est avant tout une expertise qu'on met au service des projets de nos clients. On accompagne les métiers. Donc notre ADN, c'est de parler aux utilisateurs, c'est de parler aux métiers. D'accord ? On accompagne souvent la DSI, l'IT pour mettre en place
finaliser, choisir une solution, mais ce n'est pas des techniciens seuls qui vont choisir une solution. On a besoin de savoir, vous avez besoin de quoi. Les métiers, les équipes ont besoin de quoi. Et c'est de ça qu'on part quand on fait une liste d'expressions de besoins pour intervenir. Donc notre expertise, vous l'avez compris, on a une expertise technique, mais pas que, on a une expertise métier pour parler aux utilisateurs, vérifier les process qui sont mis à disposition, qui existent, comment on peut les challenger, comment on peut optimiser, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de grincement de dents quand on est dans un asset. Je vais dire asset lifecycle, mais quand on est dans un cycle de vie des assets dans l'entreprise, il faut que ce soit fluide, que chacun sache exactement quoi faire, tout en protégeant en fait ses assets. Donc ça, on est à l'écoute, on réfléchit sur ce qui existe, comment ça peut évoluer en termes de process, et évidemment avec les équipes métiers qui sont là. Forcément, dans l'ensemble de ces projets-là, on fait beaucoup de migration de données. Donc là aussi, on a tendance à avoir des utilisateurs dire non, c'est pas, on a une plateforme, on a un SharePoint là, on a des mini assets ici, à l'autre bout de la planète, on a une entité qui a aussi des assets qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc ça, on essaie d'accompagner au mieux pour réfléchir, récupérer et collecter ces contenus, et évidemment, rassurer les personnes. Les outils, les méthodes de reprise de données, on en a fait une paire. Et on a un outil en fait qu'on a créé qui s'appelle Activo Connect, qui va vous permettre en fait de récupérer et de gagner du temps au moment de la migration des données et des médias. C'est toujours une étape hyper sensible dans une gestion de projet DAM. Et cet outil, il permet de récupérer des données soit d'un outil de DAM vers un autre outil, soit d'un SharePoint vers un outil DAM. Enfin, on récupère des données de tout environnement de stockage, SharePoint, des clouds ou des serveurs SFTP. Donc notre engagement à vos côtés, en fait, je pense qu'il y a une phrase, c'est vraiment rendre effectivement l'expérience client et utilisateur la plus agréable possible pour tout le monde. Alors nos clients, nos meilleurs ambassadeurs, oui c'est vrai. On n'a pas de secteur d'activité en particulier en fait. Donc on travaille quel que soit le secteur d'activité dès lors qu'il y a un vrai besoin de traiter des assets à travers une plateforme DAM et en fonction de quel type de projet dans son écosystème d'une manière générale, puisqu'il y a un écosystème autour du DAM que l'on verra tout à l'heure. Voilà. Donc on travaille avec des marques, on travaille avec des administrations, on travaille avec des groupes de presse, on travaille dans le luxe, on travaille là où il y a une problématique de gestion d'assets numériques. On ne travaille pas seul, donc effectivement on a une équipe, mais aussi on a des partenaires technologiques. Donc sans qui, en fait, voilà, on ne peut pas gérer de la transformation digitale sans assets, sans outils. Donc on a des partenaires techno avec qui on verra tout à l'heure sur quelle partie on fait appel à eux. Sur la partie workflow, sur la partie protection des assets, sur l'archivage de contenu, etc. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, en fait, merci Malika, dans cette carte, alors évidemment, c'est pas une collection d'icônes. Ce qui est important de voir, c'est que côté gauche, vous avez un certain nombre d'organisations comme le CEPIC, le C2PA ou l'IPTC qui sont très importants pour nous parce que ce sont finalement la fondation de ce que finalement est une solution de DAM, et en rentrant un peu plus en détail, dans le mode éducation avec le DAM LED à Toronto par exemple, et pour le reste, comme l'a dit Malika, notre expertise elle est aussi dans l'intégration de technologies spécifiques autour du DAM. Alors j'ai une question, est-ce que vous savez ce qu'est IPTC? La norme IPTC, qui sait ce que c'est que la norme IPTC? Moi, je crois que vous allez partir avec une info quand même. Ouais. Donc IPTC est une norme internationale qui permet d'encapsuler dans les fichiers médias, dans les photos, de la métadonnée pour pouvoir décrire ce qu'est la photo, ce qu'elle représente, c'est quoi ces informations du droit d'auteur, etc. Ce qui veut dire que quand votre photo va, donc c'est une norme, si vous ouvrez un Adobe, un outil de gestion de photos, vous avez lire information et vous retrouvez ces IPTC. Donc non seulement vous pouvez les renseigner dans le DAM, mais ça va suivre votre image quand elle ira à l'autre bout de la planète ou quand elle sera affichée sur un site en particulier. Donc nul ne pourra dire, en utilisant les champs IPTC, je ne sais pas d'où vient cette image, je ne sais pas ce qu'elle représente et je ne sais pas si je peux l'utiliser.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et on vous conseille donc l'International Press Telecommunication Council. Vous allez sur leur site iptc.org et plein d'informations pertinentes. On reviendra sur le reste. Et alors, les deuxièmes partenaires, c'est quand même les tout plus importants. Quelques-uns sont là d'ailleurs, ils ont des stands. Ce sont les éditeurs de solutions DAM. Si on fait du DAM, on fait de la transfo et on fait de l'accompagnement, c'est qu'on travaille aussi main dans la main et vraiment en partenariat avec les éditeurs de solutions DAM qui existent aujourd'hui, qui sont présents au moins en France, en Europe aussi. Voilà, donc là, c'est un petit clin d'œil avec une slide où on montre les éditeurs. Alors au niveau de nos services, j'en ai un peu parlé. On intervient en amont quand vous recherchez une solution. C'est ce qu'on appelle RFI, RFP. Donc savoir, vous cherchez une solution DAM, il y a des solutions DAM, il y a des projets DAM. Donc en fait, ça dépendra de vos utilisateurs, de vos besoins. On les priorise. La liste Père Noël, on dit non. Voilà. Donc il faut trouver la solution qui peut perdurer chez vous au bout de la mise en place parce qu'elle correspond et parce qu'en fait, vous pouvez grandir et faire grandir votre plateforme avec cette solution. On intervient sur le bilan de santé, mais je laisserai Isabelle en parler tout à l'heure, parce que ça c'est important aujourd'hui. Les solutions DAM, en fait, beaucoup de sociétés ont déjà des plateformes DAM. La question c'est de dire, en fait, ma solution elle a 3-4 ans, j'en fais quoi? Alors souvent il y a des choses qui ne vont pas, toujours, c'est normal. Un DAM ça vit. Et par contre, c'est pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit tout changer. Donc on peut peut-être intervenir sur les process avec les équipes qui vont peut-être changer, qui ont peut-être besoin d'une formation, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Évidemment, on fait de la gestion de projet sur l'ensemble de ces déploiements de plateformes. On s'occupe de la migration et on fait tout ce qui est formation, change, gestion, onboarding. Voilà. Tout ce qui va favoriser l'adoption de votre solution par vos utilisateurs. Parce que vous allez mettre en place une solution, mais si vous, dès le départ, vous ne pensez pas en termes de change management, d'impact sur vos équipes, vous allez vous priver en fait d'un facteur essentiel de réussite de votre projet. Donc c'est très important de travailler sur le change et l'onboarding de vos utilisateurs. Et on a aussi on a une phrase, enfin moi j'ai une phrase, qui est nos contrats, nos photos. Donc je n'utilise pas une photo, je ne sais pas d'où elle vient, ce qu'elle représente, est-ce que j'ai les droits. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas non plus en faire on est en France, la France, l'Europe, on est très protecteur au niveau du droit d'auteur et on doit en être fier. En revanche, il faut aussi mettre en place des plateformes qui facilitent cette gestion-là, qui facilitent les alertes, qui facilitent la publication, la dépublication de ces contenus en fonction de ce qu'on veut en faire. Alors, sur cette partie, que ce soit RFI, RFP ou la conduite, le bilan de santé du DAM ou la gestion de projet, on commence par ça. C'est là où on écoute les utilisateurs. D'accord? Donc on a une méthodologie pour appliquer en fait ce qu'on appelle nos ateliers avec des outils et de l'humain. Et on essaye de récupérer l'information justement de ces équipes, de les interviewer, de faire en sorte qu'on nous donne les pain points qu'ils peuvent avoir, parce que sinon c'est en général tout va bien, non, en fait, quand on commence à creuser, donc voilà, travailler, être en confiance avec les équipes pour faire en sorte que c'est le résultat de ces ateliers qui va faire en sorte qu'on va avoir une expression de besoin qui tient la route et un résultat, une config de plateforme qui correspond exactement aux attentes des utilisateurs. On va vous parler justement du bilan santé du DAM. Alors ça c'est un nouveau service d'Activo qu'on a lancé l'année dernière, fin 2024. Et pourquoi on a lancé ce service? C'est un service en fait qui vous permet d'évaluer votre outil de DAM selon différentes dimensions et différents sujets. Et c'est parti vraiment de notre retour d'expérience avec nos clients et de la volonté qu'on a de les accompagner et de faire en sorte que le DAM il soit bien utilisé et bien adopté dans la durée. Parce que souvent quand on lance un DAM un peu dans l'effervescence, tout le monde est content, tout le monde adopte, mais il faut aussi que ça continue à être utilisé dans la durée. Et bien souvent vous pouvez avoir soit des solutions qui vieillissent ou qui sont moins bien utilisées. Et ça va du coup freiner l'expérience utilisateur, ça va du coup
être moins bon en termes de ROI, et puis peut-être gêner un peu cette adoption. Donc on préconise vraiment de faire ce bilan de santé du DAM. C'est une évaluation qui va vous permettre de pointer les choses que vous pouvez améliorer, tous les points de difficulté que vous avez, et de mettre en place vraiment une méthode de travail. Parce que le bilan de santé du DAM, c'est une méthodologie en réalité qui est en 5 étapes. Donc la première étape, qu'est-ce que c'est? Ça va être vraiment d'analyser et de remettre à plat toute l'analyse de votre DAM. Donc on va passer par quoi? Par vos KPI, par vos statistiques. On va regarder toute la configuration de votre DAM qui a été faite au début. Comment j'ai organisé mes métadonnées, comment j'ai organisé mes groupes, mes droits, mes permissions. Vraiment l'idée c'est de tout remettre à plat pour avoir un peu une photographie à l'instant T de votre DAM. Deuxième étape, on va regarder un petit peu tout ce qui va concerner la gouvernance et l'organisation. Donc quand on dit gouvernance, c'est est-ce que aujourd'hui tous les rôles qui contribuent au DAM, qui utilisent, qui administrent, est-ce qu'on est bien au clair sur le rôle de chacun et de chacune? Est-ce que vous avez mis en place des guidelines, des chartes pour aider vos utilisateurs à contribuer, à indexer? Est-ce que tout est bien documenté? Est-ce que vous avez pensé aussi à tout ce qui est cycle de vie de vos assets? Donc on va regarder ce que vous avez en termes de gouvernance. Troisième point important, c'est les métadonnées. On va regarder un peu comment organiser tout simplement votre base de données, hein, c'est simple. Quels sont les champs que vous utilisez, quelles sont les listes que vous utilisez. Et on va regarder aussi comment vous gérez les droits, très important. Est-ce que vous gérez bien les droits d'auteur, les droits à l'image, le consentement RGPD? Donc tout ça aussi, c'est une remise à plat qu'on fait au niveau du bilan de santé. Quatrième point très important, c'est l'expérience utilisateur. Bien sûr, la réussite d'un DAM, c'est, on va dire, mesurer si la solution est ergonomique, si elle est simple d'utilisation, si elle est facile. Donc comment on fait? On va mener des entretiens qualitatifs avec vos équipes. On va tester des cas d'usage, vraiment des cas d'utilisateurs, des cas de navigation selon tous les différents profils, en évidemment mettant en avant l'ergonomie, la facilité, l'UX. Et on va faire un bilan aussi de tout ce qui est expérience utilisateur dans l'utilisation du DAM au quotidien par les différents profils que vous avez. Et on va terminer aussi par quelque chose, vous savez, en ce moment, et même depuis un certain temps, on a de plus en plus de fichiers qui sont assez lourds, notamment en vidéo. Donc c'est très important de voir si votre DAM est toujours performant en termes d'ingest en fait, de fichiers lourds. Et on va aussi mener des tests avec différents scénarios pour tester si ça fonctionne bien correctement. Donc on fait ces 5 étapes. De ces 5 étapes, on tire un bilan et on va arriver en fait à la fin, c'est à vous proposer des recommandations qui sont vraiment des pistes extrêmement concrètes. Hein. C'est des choses très concrètes en termes de on va reconfigurer votre base. Comment? Dans quel calendrier? Selon quelle méthodologie? On va regarder en termes de gouvernance si vous avez besoin qu'on redocumente vos process, si on a besoin de faire évoluer tout votre workflow de l'ingest, de la production jusqu'à la publication et à la validation de vos assets. On va vous proposer cette méthodologie. L'idée, c'est vraiment d'améliorer ce que vous avez aujourd'hui. On va aussi regarder tout ce qui est adoption. Est-ce que vous avez bien tous les guides qu'il faut? Est-ce qu'il ne faut pas recommuniquer un petit peu plus vers vos cibles? Est-ce qu'il y a des cibles qui n'ont pas été un petit peu abandonnées, qu'il va falloir un petit peu reconquérir d'une certaine façon? Et avec ça, vous partez avec vos recommandations qui sont vraiment des améliorations de votre DAM existant. Et si jamais tout ça, ça ne suffit pas, peut-être qu'à un moment donné, alors, il sera temps de se poser la question de lancer un nouveau RFP pour choisir une solution de DAM. Et l'idée, c'est d'abord de pousser jusqu'au bout la solution que vous avez, de voir si on peut l'améliorer et ensuite de voir s'il faut changer. Alors, expertise juridique, je vais passer rapidement. C'est bien sûr... c'est un sujet hyper important dans le DAM, c'est un sujet de sécurité, c'est un sujet de maîtriser en fait le risque juridique pour votre entreprise, votre institution. Donc on vous aide à auditer votre base de données sur la gestion de droits d'auteur, la gestion de droits à l'image, la mise en place du RGPD. On vous fournit aussi des recommandations, des exemples de bonnes pratiques qu'on a pu faire avec tous nos clients. Et on vous aide aussi à sensibiliser vos équipes. Parce que je pense que je vous apprendrai rien en disant que quand on parle de droit des équipes de contribution, oulala, ça commence à devenir compliqué. Donc on vous aide à créer des quiz un peu ludiques, sympas, pour que les gens s'approprient en fait la notion de droit d'auteur, droit à l'image, et que aussi ça les aide à bien déposer les assets avec tous les contrats, toutes les autorisations qui font bien au moment où ils vont contribuer. Alors le patrimoine, ça c'est un petit peu notre bébé entre guillemets à Malika et moi. C'est une nouvelle offre aussi d'acquisition
parce que nous, on est persuadés que votre patrimoine de marque, c'est-à-dire tous les éléments qui constituent vos photos, vos vidéos, vos affiches, tout ce que vous avez dans vos différents systèmes de dames, tout ça, c'est crucial pour vraiment embarquer vos équipes en interne, mais aussi vos publics en externe. Parce que quand on dit valoriser le patrimoine de marque, souvent, ce patrimoine ancien, cette histoire, ça suscite de l'émotion et ça va vous permettre vraiment d'embarquer vos équipes en interne en suscitant de la fierté d'appartenance, l'adhésion de vos salariés. Le patrimoine au sens historique, c'est aussi un vecteur de création d'innovation pour vos équipes en interne. C'est bien sûr la mise en valeur de vos métiers, de vos savoir-faire. C'est une façon aussi de transmettre votre histoire à vos équipes en interne, mais aussi de faire rayonner votre marque à l'externe auprès de ses différentes cibles. Et puis bien sûr, quand on parle de patrimoine de marque, de la construction d'un patrimoine de marque, c'est aussi organiser le recueil de témoignages en interne pour construire dès à présent le patrimoine de demain. Et cette offre de service, elle va s'organiser autour de 3 enjeux. Un enjeu de préservation, de protection et de sauvegarde. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? On va vous accompagner pour mettre en place une stratégie de numérisation de vos supports audiovisuels, vous aider à prioriser vos politiques, vous aider à trouver les bons prestataires, vous aider à numériser vos supports audiovisuels. On va vous aider aussi à penser le DAM tout de suite avec une dimension patrimoniale, parce que quand on commence à réfléchir sur un DAM, quand on structure en fait tout le référentiel documentaire, il faut aussi penser à ces assets d'archives, ces assets historiques qui vont certainement nécessiter d'avoir des champs spécifiques. Donc, dès le début, quand on pense un DAM, on pense aussi avec cette vision patrimoniale. Et bien sûr, on peut aussi plugger un DAM avec un outil qui va vous permettre de gérer vos collections physiques. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le début d'un projet. On vous aide aussi à anticiper la construction de votre patrimoine de demain. Aujourd'hui, il y a pléthore de production d'assets vidéo, photos tous les jours. Mais à un moment donné, il faut bien que vous pensiez à archiver ces assets qui se produisent tous les jours et à réfléchir à ces assets finalement que je produis aujourd'hui, à quel moment ça devient un asset patrimonial? À quel moment c'est quelque chose qui va être durable dans l'histoire de mon entreprise ou de ma marque? Et lesquels? Et on ne peut pas tout garder, parce que aussi on a une responsabilité de durabilité, d'impact environnemental, et dès que vous mettez en place un DAM, il faut penser aussi à l'histoire que vous allez construire demain, aux guidelines que vous allez mettre en place pour dire à quel moment mon asset, ça devient un asset récent, il passe à un asset historique, selon quels critères. Et on travaille beaucoup avec les directions juridiques, avec ceux qui ont des directions patrimoine, avec les directions de communication, pour travailler sur des chartes, pour en fait voir comment je vais construire ce patrimoine de demain, et aussi comment je mets en place des mécanismes automatiques dans mon DAM pour archiver un petit peu de façon automatisée ces assets. Donc ça, c'est pour la construction du patrimoine de demain. Et bien sûr, on réfléchit aussi en termes de stockage. Il y a pas mal de solutions DAM qui vous proposent des stockages chauds, froids, glacés. Et là aussi, on essaie de mettre en place avec vous des règles pour passer de l'un à l'autre et aussi optimiser vos coûts et votre stockage. Le dernier point, c'est la valorisation. Qui dit patrimoine dit le faire connaître. Le faire connaître, c'est avoir des stratégies éditoriales, mettre en place des dispositifs éditoriaux, print ou digitaux. Donc, on vous aide à identifier les pépites, vos trésors d'archives dans vos fonds, avec nos équipes de documentalistes, à cartographier vos fonds, à identifier ce qui peut être des trésors d'archives. Ensuite, on met en place une stratégie éditoriale avec vous pour savoir à quel moment on va communiquer, valoriser ce patrimoine. Est-ce que vous avez des anniversaires? Est-ce que vous avez des innovations qui sont structurantes dans votre histoire? Quels sont les projets que vous mettez en place? On construit une stratégie parce que votre patrimoine, il est stratégique dans votre histoire. Et ensuite, on vous propose des dispositifs print ou digitaux, des livres, des newsletters, des sites web, peu importe, pour vraiment après faire connaître ce patrimoine en interne et en externe. Je repasse la main à Malika, Frédéric, pour la suite de la présentation. Je pense qu'on l'a un peu dit, et puis ça c'est un point qui est très important pour nous, c'est un projet d'âme, c'est de l'humain et du process. En fait, il y a la phrase qu'on reprend toujours de Patrice Cochin qui est de dire que en fait, réussir son projet de transformation digitale, c'est 5% de techno et c'est 95% d'humain et de process. Alors c'est sûr, il faut les 5% de techno, de la bonne techno, qui correspond à vos attentes d'aujourd'hui et de demain, mais c'est surtout 95% d'humain. Donc ce que l'on met en place avec nos ateliers, avec notre conduite du changement, etc., ou le bilan
de santé, c'est pour répondre aussi à cette partie-là. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et on est surtout ravis, de temps en temps, là, on a eu des projets. En général, c'était vraiment mené par l'IT. Et on a ramené dans le circuit décisionnel, etc., les équipes métiers, et ça c'est bien. Alors tout simplement, sur la conduite du changement, c'est une carte et une courbe qu'on reprend tout le temps, mais c'est un peu ce que Isabelle a dit dès le départ, c'est-à-dire qu'au moment où on commence à travailler sur le projet, nous, on est tous super contents, c'est génial, ça marche super, on est tous motivés et disponibles et formés. On lance, on déploie la solution, tout va bien, voire on commence à avoir quelques soucis, mais ensuite l'idée c'est ça, c'est de continuer à avoir cette courbe de productivité, c'est exactement ça, et de ne pas tomber dans l'abandon en disant non c'est trop compliqué, trop complexe, on passe trop de temps et on finit par faire autrement en fait. Donc le challenge c'est ça en fait, c'est d'avoir cette adhésion parce que l'outil, parce qu'on monte en puissance sur la plateforme, ou tout simplement on a de nouvelles équipes. Donc là aussi, on a sur la conduite du changement, on gère les 3 phases qui sont très importantes. La première, donc, on l'a dit, c'est vraiment toute la partie préparation avec la partie déjà, la préparation avec les utilisateurs, les ateliers, etc. Ensuite, on met en œuvre cette conduite du changement avec les process, les équipes, la formation. Et ensuite, l'élargissement et l'ancrage, c'est de vérifier que tout ce qui a été fait correspond, on adapte comment, on fait des surveys, on vérifie s'il y a des choses à adapter, à réadapter peut-être. Alors. On va passer un peu vite. On va jouer, voilà. Le succès de la conduite du changement, on l'a déjà dit, c'est vraiment impliquer les utilisateurs dès le départ et pour construire les plateformes et bien définir, avoir un vrai plan de conduite du changement dès le départ pour pouvoir annoncer un peu la couleur en interne, voir la charte, parce que cette conduite du changement, elle se fait avec les personnes. Alors, c'est là que j'interviens. Alors, on va vous faire un petit son. En fait, l'idée, c'est d'avoir organisé 2 sondages, Annika. Un avec finalement les bénéfices du DOM tels que vous les voyez. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est aller scanner ce QR code qui va vous emmener en fait sur le slido.com ou qui, si vous avez l'application dédiée, va vous lancer l'application. Et vous aurez un choix multiple. Donc évidemment, vous pouvez cocher les 5 propositions. L'idée, c'est d'être assez proche finalement de votre attente. Voilà, on vous laisse quelques instants. Pour l'instant, je vais me connecter, et puis comme ça, Isabelle pourra faire le commentaire. Donc, on vous demande si le critère qui vous semble le plus pertinent, c'est de centraliser votre fonds, ou alors le workflow, c'est vraiment si ça vous sert à gérer tous vos processus de production. Par exemple, vous avez des photographes, ils vont déposer des assets, ça va passer par un chargé de com qui va valider, ou par un juriste, jusqu'à la publication. C'est ça le workflow. Ah, ça bouge. C'est aussi d'inscrire le DAM dans son écosystème, parce qu'un DAM souvent ne vit pas tout seul, il peut être plugué à votre CMS par exemple. Vous pouvez répondre, avoir plusieurs réponses. La gestion de la marque, donc c'est gérer au sein de votre DAM les guidelines ou un certain nombre de templating par exemple pour gérer la fabrication de supports de communication. Oh là. Donc sans surprise, c'est la gestion des assets, de la centralisation, parce que bien sûr c'est la fonction centrale du DAM au départ. Et qui est très liée avec la recherche. Parce qu'effectivement, les pain points, c'est je vais changer, je suis mécontent de ma plateforme, je cherche, je ne trouve pas. Les utilisateurs cherchent, ils ne trouvent pas. Donc, vous savez ce qu'ils font. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils la mettent de côté, sur leur bureau, sur leur disque dur, et ensuite, les droits, on ne sait pas, la résolution, on ne sait pas, et on réutilise une photo qui peut-être on n'avait plus les droits. Donc, c'est bien ça, gérer les photos. Alors, le workflow aussi. Le workflow, c'est vraiment important parce que l'idée d'un DAM, bien sûr, c'est de centraliser, mais c'est aussi de donner de la cohérence aux façons que vos équipes ont de fonctionner en interne. Et le workflow, c'est vrai que ça met tout le monde un petit peu dans un modèle et ça vous permet vraiment de gérer tout le cycle de publication de vos assets à partir du moment où il est produit jusqu'à moment où il est validé à sa publication. Donc un workflow, c'est vrai que c'est un sujet important pour un technique, c'est aussi métier. Donc là, ça nous amène à une présentation du cycle de vie des médias. Donc tout à l'heure, je vous en ai parlé. C'est très bien, on met en place un DAM, on gère les contenus.
Mais en fait, c'est ça en fait le cycle de vie des médias. Alors, sans rentrer dans le détail là, par contre, il y a un point qui a été peu mentionné sur le Slido, c'est l'écosystème du DAM. Il y a 25 ans, le DAM il vit tout seul. Aujourd'hui, il n'est plus tout seul, le DAM. Le DAM, il parle aux autres applications tierces de l'entreprise et il alimente ces applications en assets. C'est aussi ça l'objectif. L'utilisateur peut venir chercher, prendre, utiliser, mais on peut aussi dire que le DAM va renvoyer des images aux applications tierces. Et donc, on retrouve très souvent l'entrée des DAM, on a des plateformes DAM, on connaît les assets, la photo, de la vidéo, de plus en plus d'objets 3D, etc. Ce qui est important, c'est que le DAM permet de centraliser. Il y a une notion de workflow de la production des contenus jusqu'à leur archivage. On a une belle couche d'IA de plus en plus présente au sein même des plateformes DAM, parce que les éditeurs ont énormément travaillé dessus. Et donc ça, c'est un très bon point. Et sur l'écosystème du DAM, on va retrouver en haut le PIM. Donc, parce qu'aujourd'hui, on a des produits, et les produits ont besoin d'assets pour pouvoir valoriser les produits. Donc le DAM parle au PIM, et le PIM parle au DAM. Et là, on retrouve tout ce qui est patrimoine, avec, quand on met dans un DAM des assets patrimoine, l'indexation qui est faite pour des assets patrimoine n'est pas la même. Et pas la même. Quand on est sur une nouvelle collection, on va très vite créer un dossier, un panier, c'est mes photos de ma dernière tenue à commercialiser sur la saison printemps. C'est vite, on retrouve ça très vite avec le SKU et ça peut aller très vite. En revanche, 10 ans, 20 ans après, comment retrouver ces assets-là? On n'a pas forcément la même référence par rapport à l'actualité d'hier, et donc retrouver ces assets-là, c'est très bien d'avoir une indexation un peu plus poussée. Et ce qu'on disait, c'est que sur ces assets de patrimoine, souvent, ils sont liés à des objets de collection. Et là, il y a un lien avec des plateformes tierces qui permettent de gérer ces collections. Je vais vite. On a parlé tout à l'heure aussi sur le Slido, sur la gestion de la marque. Là aussi, c'est une évolution. Il y a 3 ans, je pense qu'on n'en parlait pas. À la conférence, il y a 3 ans, on en parlait légèrement, ça commençait à peine à arriver. Tout le monde n'était pas là. Aujourd'hui, ça devient un sujet important de pouvoir... Ouais, c'est des choses qui ont été lancées aux US avec des sociétés comme Acquia, où de plus en plus on a mis en fait des portails CMS au cœur des DAM. Alors là, c'est la petite chose en plus en termes de service aussi que l'on propose, parce que Manika parlait de PIM, donc pour Product Information Management. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, et j'en vois quelques-uns dans la salle, en tout cas, qui doivent sortir des documents de print. Oui, le print n'est pas mort. Donc, dès qu'on est une agence, ou même à un moment donné, quand on veut avoir cette publication omnicanal, donc au sein d'Activo, aujourd'hui, on a ce service, notamment qui est géré par Michel Rivera, qui a une forte expérience de plus de 20 ans, avec 2 possibilités, c'est-à-dire soit faire ce qu'on appelle du e-catalogue, qui est un plugin InDesign, qui va relier la donnée à vos pages InDesign, soit avec une solution allemande qui s'appelle Print, et qui, vous voyez, ressemble beaucoup à des outils alors comme vous savez, j'ai eu un petit peu un passé d'agence, donc qu'on a essayé de faire, et en fait, vous avez facilement, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des chemins de fer éditoriaux et automatiser sa production. Donc ça, c'est la compétence Activo aussi aujourd'hui. En termes de chiffres, je vais essayer d'un peu d'accélérer. Globalement, le DAM, oui, se porte plutôt bien, puisque on est sur une croissance à peu près d'une dizaine de %. C'est assez ésotérique en termes de couverture marché. Les marchés anglo-saxons sont plutôt autour des 25-30%. Le marché européen et en particulier français est un petit peu plus mou, mais en tout cas, il y a toujours cette appétence, notamment 80%, l'étude de Forrester l'a montré la semaine dernière, en France, des projets DAM sont liés à des projets de e-commerce. Alors quelques chiffres très rapides, puisque c'est le All for Content, c'est le salon de la gestion de la marque, et qui dit marque, évidemment, des contenus riches, de plus en plus. Aujourd'hui, n'importe quel smartphone fait du 4K, la caméra qui est devant vous est en 8K, donc tout ça pour dire qu'on est de plus en plus dans ces contenus riches, qu'il faut les gérer, et le DAM est la solution. Quelques informations sur les réseaux sociaux. Bon, la donne, c'est qu'on voit X globalement peut disparaître de plus en plus des top rankings. Mais vous voyez que ça, c'est le vrai travail d'une agence, c'est finalement où être présent, comment être présent, sur quel canal, et finalement être capable de distribuer le même contenu en même temps sur tous les canaux. Je vais même
contenu ne veut pas dire le même format d'asset. On fait du DAM durable. Oui, tout à fait, c'est important puisqu'évidemment on n'a pas les mêmes résolutions sur les différents canaux de sortie. Bon, ça c'est notre coup de cœur, Malika, l'année dernière. Non, tout simplement, c'est que tout à l'heure je disais les plateformes intègrent de plus en plus d'IA. Nous, on a eu la chance d'avoir deux conférences en faisant intervenir Luc Julia et Frédéric Bardot l'année dernière pour un peu démystifier le sujet de l'intelligence artificielle et ne pas voir ça uniquement comme juste un petit plugin techno. Oui, ça l'est sur les plateformes, mais en fait, c'est tout un raisonnement, toute une mentalité. On met de l'IA où par rapport à l'ensemble de notre projet. Et je dirais qu'on n'est pas encore prêt pour faire de l'IA-gène. La réponse, vous l'avez en scannant dans toute cette présentation qu'on vous distribuera. Il faut savoir qu'on va tout partager, les recordings et tout, mardi prochain, donc mardi 10, mardi 10 exactement, vous pourrez récupérer tout ça. Et notamment ici, à travers ce QR code, vous avez le replay de la conférence qui a eu sur ONAM. Et là, vous verrez les propos de Luc, vous voyez qu'il est en petite chemisette, comme s'il partait à Tahiti, mais il le dit de façon extrêmement simple en disant que oui, il y a encore de la place pour la créativité, c'est pas encore l'IA qui va remplacer les choses. Et évidemment, dans ce marché de l'IA, donc je pense que vous avez un certain nombre de buzz termes ici que vous retrouvez tous, entre les Gemini, les Firefly, etc. Aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont en loin d'être matures. Il y a toute la notion aussi, bien sûr, de protection de la donnée. Donc là, beaucoup de choses sont en place. C'est pour ça qu'on travaille nous aussi sur des organisations comme le CEPIC, le C2PF, justement pour authentifier les contenus. Et le seul conseil qu'on a donné, c'est finalement il faut tester. Voilà. Et l'IA dans le DAM, rapidement, peut-être Malika, ça tu peux nous en parler. Alors tout à l'heure, je disais l'IA dans le DAM. Aujourd'hui, les plateformes l'utilisent, les éditeurs de logiciels l'utilisent évidemment déjà sur tout ce qui est recherche de doublons, tout ce qui est recherche inversée par URL, recherche inversée par image, donc sur la base en fait d'une reconnaissance visuelle. Il y a de la GenAI aujourd'hui pour pouvoir donner lieu à la créativité, mais ne pas prendre directement un asset qui a été généré pour en faire quelque chose, donc ça peut inspirer, etc. Donc on est plutôt à ce niveau-là. Un point qui est très important, qui est lié au DAM durable aussi, c'est tout ce qui est transformation. Donc là, c'est le fait de dire, je peux, à partir de mon image, faire des renditions, des crops automatiques, en tenant compte sur un point de focus, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été développées au niveau des outils. Bon, il faut que ça corresponde aussi à vos attentes et à vos besoins. Sur la vidéo, ça a énormément avancé aussi, donc on est capable évidemment de reconnaître des personnes, de rajouter des mots-clés. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses. C'est une aide, ça ne fait pas tout. Et de toutes les façons, il faut dans tous les cas avoir un humain pour pouvoir valider, je garde pas, et enrichir. Parce que quand on parle d'IA sur du DAM, c'est aussi des plateformes LLM, donc il y a un enrichissement, il y a de l'apprenant. Quand on commence à vouloir rédiger, faire de la traduction sur des contenus, il y a ce qu'on appelle le tone of voice. Donc en fait aussi, à un moment donné, avant de rédiger, je mets quel prompt pour pouvoir dire j'écris, je rédige une légende, de quelle façon, etc. Voilà. Et il y a quand même beaucoup de choses. Et la grosse nouveauté, ça va être les agents IA qu'on voit déjà arriver sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc là, ça va être une vraie révolution parce que globalement, ça va apporter la traduction de mots-clés français dans les DAM, ce qui n'existait pas aujourd'hui. Ça va apporter les notions de travail du parcours client. C'est ce qu'on appelle aussi bien des workflows préemptifs, etc. Donc là, il y a une vraie révolution qui se prépare. Peu d'éditeurs sont partis dessus. Aujourd'hui, il y en a à peu près 4-5 sur le marché. Il faut être très clair, ça coûte beaucoup d'argent en termes de développement et d'intégration. Et c'est une vraie révolution qui se prépare, on va dire, à moyen long terme. Et je voudrais juste aussi rassurer, c'est qu'en général sur ces plateformes-là, on est bien d'accord, il y a une protection de la data, c'est votre donnée en fait. Vous êtes marque, donc on peut interroger, on peut utiliser des IA, mais l'idée c'est quand même de protéger ce contenu, c'est pas livré sur le cloud de n'importe qui. Là c'est rapidement, c'est la même étude qu'on propose depuis 2 ans, mais en tout cas c'est le plan de tout ce qui est AI autour des assets et du texte, et vous voyez que le plan il est à 2030, donc on est simplement qu'au début de l'histoire. Voilà. Point important, la traçabilité. Avec Malika, on était au congrès du CEPIC il y a un peu plus de 15 jours. Et c'est ce que tu viens d'évoquer, parce que finalement, l'idée, c'est d'être en capacité de tracer, d'authentifier le producteur de contenu. C'est exactement ça. Donc, on parle de GenAI, donc on peut raconter n'importe quoi, on peut créer n'importe quel type de contenu. Donc, sachez qu'aujourd'hui, il y a des entreprises
qui créent, qui utilisent des systèmes pour pouvoir tracer, authentifier un certain nombre de contenus. Donc, pour une photo d'une paire de chaussures, voilà. Mais peut-être que pour un discours, ça peut être intéressant pour un visuel avec des personnes, etc. Donc il y a vraiment un travail qui est fait par rapport à ça quand c'est utile. Voilà, alors là on a quelques slides, elles sont en anglais technique parce qu'elles sortent du meeting speak qu'on a eu, simplement pour vous dire que les métadonnées d'IPTC sont plus qu'au cœur de ces informations. Tout ce qui est lié au C2PA, justement l'authentification des fake news. Et puis alors là, je vous ai donné un petit exemple, vous voyez, qui sort d'un boîtier Nikon, qui est partenaire du C2PA. Et vous voyez que dans Photoshop, on a cette barre qui s'appelle Content Credentials, qui est encore en version bêta, mais qui est en train de se valider. D'ailleurs, aujourd'hui même, on a une conférence à New York, et qui permet d'identifier le créateur du contenu, même dans le cadre d'utilisation de technologies IA. Et pour terminer pour tout ça, vous pouvez aussi scanner pour retrouver l'ensemble de ces informations dans ce livre-là. Et on arrive à la deuxième partie, on va un petit peu accélérer, c'est finalement tout ce qui est autour de l'identification des solutions de DAM. Alors pour la faire rapidement, vous voyez qu'il y a deux logos en bas à gauche et à droite, DAM News et DAM News FR. DAM News, c'est une acquisition que nous avons faite il y a 2 ans, qui regroupe aujourd'hui plus de 5000 articles, une cinquantaine d'auteurs, et on essaie en tout cas à travers un guide qui s'appelle le Buyer Enterprise Guide de sourcer l'ensemble des solutions. Il y en a plus de 120, et plus précisément, on en a à peu près une vingtaine. On a des vrais tests qualitatifs. Alors vous allez me dire, un DAM, on teste sur quoi? On va le tester sur ces éléments-là, vous voyez, aussi bien comme le disait tout à l'heure Isabelle, depuis l'import des médias, la capacité de processer n'importe quel type de fichier, l'édition, les métadonnées, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai métier. Et que, comme on dit souvent, un DAM, c'est pas parce que vous avez des vignettes dans une interface que vous avez un DAM. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Yvan? Non, c'est effectivement, en fait, ce qu'on propose en termes de guide, c'est de regarder l'ensemble des fonctionnalités qui sont au cœur du Digital Asset Management, mais aussi l'expérience utilisateur, le côté UX, UI. On essaie aussi de regarder à travers les tests ou les comparaisons qu'on peut mener. Alors donc là, on a un deuxième stylo. Alors là, il va être plus simple. C'est un petit peu pour sonder si vous connaissez un petit peu les solutions de DAM. Donc vous allez cliquer sur ce QR code. Et moi, ce que je vais faire, je vais me reconnecter à la plateforme. Je vous laisse scanner, mais on va retrouver le scan ici. Voilà, mesdames, je vous laisse commenter. Vous en avez 2 dans la salle. Donc, Binder. il y a Wedia, Jaris, Phrasea, Infotodam, Adobe AEM. Pas mal. Abeos. Kinou. Parfait. On attend le dernier. Egodam. On va tout enchaîner sur notre carte. Merci à vous. Alors quand vous cherchez une solution de DAM, il faut l'épuiser dans toutes ces solutions. Toutes les solutions que vous voyez ici au salon, elles font partie de cet écosystème qui aujourd'hui, alors là aussi avec DAM News, on est en partenariat avec Chief Martech, qui est la Bible et la référence de tout ce qui est solution de DAM. Donc là, on a des top experts anglo-saxons, mais qui connaissent parfaitement le marché aussi européen. Et vous voyez que la carte qu'on vient de sortir il y a 15 jours, aujourd'hui on est à plus de 15 000 solutions avec une progression à peu près de 10% par an. Et donc parmi tout ça, évidemment il faut faire un choix. Comme on dit très souvent, c'est pas une course. L'idée c'est surtout de trouver des solutions pour tous les clients, qu'ils soient petits, grands ou moyens. Donc c'est pas une question de dire si je suis dedans ou pas dedans. L'idée c'est surtout de pouvoir nous, de notre côté, avoir cette expertise des solutions. Malika, un petit commentaire? Non, le commentaire, c'est effectivement ici, sur l'ensemble des solutions, jusqu'à présent, il y a toujours eu une carte qui a été une carte internationale, anglophone, souvent payante,
Et alors que là, on essaye simplement voilà, de mettre en place une carte et de valoriser aussi les éditeurs de solutions françaises. Donc sur cette carte-là, par contre, il y a des solutions d'âme et pas qu'une seule, et il y a des projets, et on retrouve ici des solutions avec un peu une expertise, ou peut-être une plus grande expérience de certaines solutions dans certains domaines de projets clients ou de process et d'outils. Donc on a classé ça par... Alors certains peuvent être dans plusieurs secteurs. L'idée, c'est là aussi, on va dire que n'importe quelle solution de NAM est capable de gérer n'importe quel type de média à la base. Mais vous voyez qu'il y a quand même des métiers spécifiques. Par exemple, dans le packaging, vous allez avoir des PDF extrêmement compliqués avec des séparations, des pantônes, des fichiers qui globalement échouent dans la plupart des NAM. Donc vous avez des solutions spécialisées. Dans la partie publishing, donc vous avez par exemple Dalim Software, vous allez pouvoir retrouver là, au salon, et puis dans tout ce qui est vidéo, parce qu'on va en parler après. Là aussi, nous chez Activo, on a beaucoup travaillé sur des solutions de NAM, mais on va vous en parler juste après. Là aussi, c'est un métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir que la différence entre un JPEG et un fichier 4K, on n'est pas du tout dans la même typologie. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un mois, on était sur le salon Nibicho, qui est un peu la référence dans tout ce qui est solution, dans tout ce qui est finalement solution vidéo, de la post-production jusqu'à la diffusion. Et en fait, globalement, alors vous allez pouvoir retrouver là aussi, vous avez un QR code. Ce QR code, il va vous amener directement sur un article qui fait une dizaine de pages et qui reprend une synthèse en français et en anglais un petit peu de tout ce qu'on a pu voir. Là, ce qu'on a aimé mettre, finalement, c'est assez symptomatique, mais ça vous donne quand même la réalité de la grandeur. C'est-à-dire qu'en haut à gauche, vous avez les formats d'images avec leur poids tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un JPEG, comme vous savez, il est compressé. Un TIFF ne l'est pas. Un TIFF peut l'être si vous faites une compression, ce qu'on appelle LZW, avec du JPEG à l'intérieur. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des fichiers RAW, avec différents types de topologies, qui permettent, pour rappel, de changer notamment le contexte de la lumière lors de la prise de vue. Et puis à droite, on a l'équivalent mais côté vidéo. Et vous voyez que l'écart est assez monumental dès que vous changez de résolution. D'accord ? Entre un fichier HD qui globalement correspond à l'ensemble de la diffusion des médias que vous pouvez rencontrer, à la 4K qui commence seulement à pointer sur notamment les réseaux télé, la 8K et la 16K. Et en parallèle en dessous, on vous a aussi mis le rapport suivant les types de fichiers vidéo. Évidemment, la plupart c'est du MP4 en H264, et vous voyez que vous allez sur du MX7 ou du RAW vidéo beaucoup plus important. Alors vous allez me dire, et juste titre, Malika le répète à bon escient, évidemment tout ça c'est un impact. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on a un petit peu découvert, vous voyez que la Pixie, là, vous voyez en bas à gauche, c'est une caméra 16K qui vient de sortir, et en fait cette caméra, elle seule, elle remplace 4 caméras. Et très souvent aujourd'hui, dans tout ce qui est NFL, show américain, au lieu d'avoir 6 à 8 caméras, vous en avez plus que 3. Et elles seules nous permettent de faire une couverture dynamique. Donc c'est moins de fichiers. C'est globalement en tout cas ce qui a été retenu. Mais vous voyez que la vidéo, c'est un métier à part. Et donc ce qu'on a fait également, là vous retrouvez également un QR code. Peut-être que Isabelle, tu peux nous faire vite un comparatif d'AMMAM. Donc DAM pour Digital Asset Management, MAM pour Media Asset Management. Alors effectivement, les objectifs sont différents parce que l'objectif d'un MAM, c'est de gérer différents actifs numériques plus dans des contextes de communication, alors qu'un MAM, vous allez plutôt dans la gestion de fichiers lourds. Donc on parle vraiment de fichiers vidéo qui peuvent vraiment peser des centaines de gigas. Vous n'êtes pas dans les mêmes secteurs. Dans le DAM, vous êtes plus dans des secteurs marketing, entreprises, institutions. Dans le MAM, vous êtes plutôt dans la broadcast, dans le média, télévision, cinéma, aussi dans les acteurs de la production, aussi audiovisuel. D'un côté, vous gérez, dans un DAM, vous pouvez quand même gérer des fichiers master. C'est pas ça la différence. Vous pouvez le gérer, mais c'est quand même des formats qui sont plus légers, même si ce sont des masters. Alors que dans le cas des DAM, vous avez des fichiers beaucoup plus volumineux avec des formats spécifiques. Bien sûr, vous avez dans les deux outils quand même des systèmes de workflow, dans le DAM et le MAM, mais qui auront des finalités un petit peu différentes, puisque dans un DAM, vous serez plutôt dans un workflow en fait, de validation et d'ingest, en fait, comme je vous ai un peu parlé tout à l'heure,
alors que dans un dame, vous serez plutôt sur des inchaises, de l'édition, du transcodage. Bien sûr, un dame, il a un écosystème comme l'a rappelé Malika, il s'intègre avec du CMS, du PIM et d'autres outils. Un dame va plutôt dialoguer avec des outils de montage et des serveurs de diffusion. Et bien sûr, dans un DAM, on va plus toucher un peu l'écosystème du monde de la communication, avec les chargés de com, les marketing, les graphistes, les équipes commerciales. On sera beaucoup plus sur des métiers proches de la production audiovisuelle dans un DAM. Je vous ai fait ça un petit peu très vite, mais vous retrouverez tous les éléments en fait à travers le site. Je voudrais juste compléter en disant, en fait, les besoins d'une entreprise, ça peut être un DAM et un MAM. En fait, hein. C'est ce que le MAM va faire en général. On retrouve très peu au niveau du DAM et voilà, et vice versa. Donc ça dépend des formats, des assets que vous avez. Voilà, et le QR code, ça vous amène, on a fait une série d'interviews, notamment vous retrouverez une interview avec un éditeur français qui s'appelle Perfect Memory, Manslav, etc. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Là aussi, soyons un minimum chauvin, on a de très beaux éditeurs de sport DAM et en MAM aussi, même s'ils vont à Vegas faire un app show. Ouais, et accessoirement d'ailleurs Perfect Memory a eu le prix de l'innovation sur la partie broadcast. Très rapidement, en 2-3 minutes, simplement évidemment, comme vous avez pu le voir un petit peu, le contenu au cœur de notre aussi de stratégie en termes de diffusion et c'est ce qu'on fait avec l'ensemble de nos clients. On fait très souvent des vidéos, notamment grâce à l'aide de l'équipe d'Invideo, je ne sais pas où est Aristide. En tout cas, on essaye pour ces différentes marques d'essayer de créer de l'empathie, de montrer que de faciliter un petit peu l'activation de tous ces systèmes. Et ce mois-ci, nous lançons, parce que finalement, aujourd'hui, chez Activo, c'est plus de 600 vidéos, donc nous lançons Activo.tv. Donc Activo.tv, l'idée, c'est un peu le Molotov, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de contenus qui vont être libres d'accès, d'autres qui seront sous une souscription extrêmement minime. Mais en tout cas, l'idée, c'est de réunir le meilleur du contenu du DAM et de son écosystème à travers des témoignages clients, le tout en anglais et en français. Donc là aussi, vous pouvez déjà scanner, c'est Activo.tv, très facile l'adresse, souscrire et vous recevrez un certain nombre de mises à jour. DAM News, évidemment, on en a parlé, mais par là, des news.co, puisque nous sommes à Paris, on va parler essentiellement de DAM News FR. Thibaut, Isabelle. Rapidement, DAM News FR, c'est vraiment le site qui est consacré 100% au digital asset management en France. Donc vous allez retrouver en fait un certain nombre, une vingtaine de solutions d'éditeurs, soit des éditeurs français, comme l'a dit Malika, soit des éditeurs qui ont un support ou une interface en langue française. Et ça vous permet comme ça d'avoir un panorama d'une vingtaine de solutions de digital asset management. Vous allez retrouver aussi toute l'actualité du DAM à travers la mise en avant de webinaires, de conférences, de tout ce qui va concerner l'actualité du DAM. Comme ça, vous pouvez aller regarder régulièrement si vous êtes intéressé par des sujets. Et vous allez retrouver aussi des articles de fond. Alors ça peut être des articles ou des vidéos d'ailleurs, c'est pas que du texte, qui vont vous permettre de prendre connaissance de tout ce qui est tendance du DAM, de retour d'expérience client, de partage de bonnes pratiques et d'avoir vraiment des articles de fond sur Digital Asset Management. Donc je vous invite vraiment à aller consulter ce site et à vous y abonner. Voilà, donc j'ai un petit peu parcouru rapidement pour vous montrer, n'hésitez pas, c'est libre d'accès, là aussi n'hésitez pas à souscrire à ces éléments. Depuis un an aussi, on a lancé un magazine, donc là le prochain magazine est sur le point d'arriver, il faut aider directement d'aller consulter le précédent qui était l'édition DAM. Donc là c'est une agrégation de contenu, de retour client et d'articles de fond, le blog, je pense que vous connaissez déjà, et puis là par contre je vais quand même laisser Malika terminer cette session sur DAM. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait déjà tout ça sur le DAM? Je pense que... on en fait beaucoup sur le DAM. On a l'écosystème du DAM puisqu'il n'est pas tout seul, mais il y a quand même, on produit beaucoup de choses. Oui, alors on veut juste finir avec DAM. DAM, c'est notre conférence 100% DAM qui a lieu fin novembre. Donc là, cette année, on va changer de lieu pour donner plus de place à nos éditeurs pour les conférences et les ateliers. Et c'est vraiment le rendez-vous incontournable, je dirais, de tout le milieu du DAM en fin d'année à Paris, juste avant Noël. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est gratuit pour les visiteurs, évidemment. Voilà, avec un tout nouveau lieu, la place, au cœur de Paris, au Hall.
Et l'idée, c'est bien sûr, c'est de l'excellence à la française. Donc vous serez reçus avec tout ce qu'il faut pendant 2 jours. Et l'unique possibilité, finalement, de retrouver pratiquement une trentaine d'éditeurs de dames français, européens et internationaux. Voilà, encore merci pour tous, pour votre attention. Et dans tous les cas, retrouvez-nous sur le site, sur les plateformes. Est-ce que certains ont des questions? Merci. Alors, j'ai 3 questions rapides. La première est plutôt technique. Qu'est-ce qu'une tétière? C'est la première fois que j'entends ce mot. Le deuxième, c'est est-ce que HubSpot est un acteur incontournable aujourd'hui? Et la dernière question, vous avez parlé de la slide, il y avait le plan sur des années. Quelle est la périodicité, puisque nous sommes dans un contexte référentiel digital, qui n'est pas le même que celui du business plan, qui est sur 3 ans, etc. Alors, La première question. En fait, le plus technique, j'ai vu une tétière pour les design. J'avais un produit sur connexion avec l'InDesign et il y a marqué tétière. ah oui, en fait, c'est simplement, tétière, c'est un élément de mise en page dans l'InDesign. En fait, vous avez des headers, des footers, donc c'est plutôt des plans de marquage. Donc ça n'a rien à voir avec le NAM. C'est simplement, c'est tout ce qui permet de gérer le placement d'images dans un document InDesign. Voilà, pour la faire courte. Sur les plans stratégiques, globalement, c'est très compliqué aujourd'hui. On n'est plus du tout dans des cycles à 2 ans, 3 ans. Vous connaissez la loi de Moore, où tous les 18 mois, globalement, on revoit la technologie. Aujourd'hui, alors malheureusement, il y a quand même une tendance de fonds, tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup de fonds aujourd'hui, notamment américains, ont investi un certain nombre d'éditeurs et ça joue à quelques millions de dollars. Néanmoins, la diversité, l'innovation, ça ne se paye pas et on l'a ou on l'a pas. Donc c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être performant. Donc ça c'est le point. Et votre dernier point par rapport à HubSpot, bon, HubSpot c'est un CRM, c'est pas un DAM, d'accord. Essentiellement c'est le CRM le plus utilisé au monde pour une raison très simple, c'est qu'il commence à 2-3 000 dollars à l'année. Et contrairement à un Salesforce, voilà. Donc c'est un écosystème qui aujourd'hui permet d'être connecté à peu près et d'amener la donnée commerciale aux DAM, aux PI et aux CMS. Y a-t-il d'autres questions? Merci pour cette intervention. Petite question. Nous sommes à Disneyland Paris. Nous avons dans notre équipe, donc elle est assez récente, on est vraiment dédié sur le contenu et on essaye en fait de moderniser l'ensemble de l'équipe et de nos partenaires. Nous avons plus de 189 personnes avec qui on travaille dans différents pays et notamment beaucoup d'archives. Il y a beaucoup d'archives et à l'époque c'était beaucoup de cassettes, DVD et de print. Donc nos archives sont complètes, mais comment vous, en tant qu'agence, vous allez pouvoir nous aider à archiver tout ça et justement en faire ce patrimoine? L'idée c'est de mieux vous connaître, d'avoir un peu l'histoire. Moi, avec Isabelle on l'a fait, c'est-à-dire qu'il y a une marque, on vient vous voir, on trie, on cartographie ce que vous avez. On numérise peut-être pas la totalité, mais une partie de ce contenu, et ensuite il est référencé sur la plateforme pour le mettre à disposition. Comme disait Monsieur Ford, l'histoire, on communique sur une entreprise non pas avec son futur, mais avec son passé. Donc voilà, donc là c'est des profils de documentalistes avec une appétence pour le patrimoine, pour pouvoir faire ce tri, mais c'est un travail qu'on fait avec vous. La mémoire et l'archive. Ouais, et puis il faut toujours commencer, comme a dit Malika, par un inventaire. Il faut savoir ce que vous avez. Il faut cartographier, il faut inventorier, savoir ce que vous avez. Et ensuite, quand on a ça, c'est là où on peut quand même réfléchir en termes de priorisation. Parce que peut-être que dans vos fonds d'archives, vous avez des supports plus fragiles qui vont être plus abîmés, qu'il va falloir numériser en priorité ou restaurer. Par exemple, c'est un critère. Vous allez avoir peut-être des choses plus marquantes dans votre histoire. Notamment, la publicité, c'est quand même important dans l'histoire d'une marque. Et peut-être qu'il va falloir numériser aussi en fonction du contenu, et ça on le repérera par l'inventaire. Vous voyez ces différents critères qu'il va falloir additionner sur les supports eux-mêmes, leur fragilité et l'urgence à numériser et le contenu. Voilà, je voudrais juste rajouter, ensuite quand il s'agit de numériser, nous on ne numérise pas, ce n'est pas notre spécialité. On sait ce qu'on attend comme format et on connaît les entreprises ou des associations qui font travailler aussi des personnes qu'il faut accompagner dans le travail, etc. et qui numérisent, que ce soit sur la photo, que ce soit sur la vidéo. Par exemple, le papier. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'on
a dépassé notre temps. Ouais, On a démarré tard. Merci encore à tous en tout cas et retrouvez-nous sur les réseaux pour l'ensemble de ces contenus. Merci à vous de la part de toute l'équipe.